Alors d'abord, je voudrais remercier les organisateurs et les organisatrices de cette conférence, notamment Elsa Martin, pour leur invitation à venir vous présenter mes recherches ce soir à Nancy. Alors c'est une ville que je connais très mal, donc je suis content d'avoir l'occasion de la découvrir. Et puis en plus, vous êtes très nombreux, donc je ne suis pas venu de Lille pour rien. Ça me fait plaisir de vous voir nombreux et nombreuses dans la salle. Et par ailleurs, en bon bibliophile, je me réjouis également d'avoir l'occasion de découvrir la présentation de la collection L'architecture et ses mondes qui aura lieu donc après mon intervention. Alors je vais consacrer l'essentiel de cette intervention au livre que j'ai publié en 2021 aux presses universitaires de Lyon, dont vous voyez la couverture derrière moi, qui est intitulé Leurs enfants dans la ville, enquête auprès de parents à Paris et à Milan, et qui est en fait une version retravaillée de ma thèse de doctorat que j'avais soutenue en 2014, ça commence à dater, à l'Institut d'études politiques de Paris dans le cadre d'une co-tutelle internationale avec l'université de Milan-Bicocca. Et après ce temps de présentation du livre, donc je vais évidemment pas être exhaustif, en 30-35 minutes, je vais essayer surtout de vous donner à voir les enjeux que le livre essaye de soulever et d'apporter des éléments de réponse à quelques questions. Je prendrai un temps pour, en guise d'ouverture de l'intervention, vous parler de l'expérience qu'on a conduite à Lille dans le cadre d'un laboratoire qu'on a appelé le laboratoire Lille à hauteur d'enfant, qui regroupait tout un ensemble d'acteurs désireux d'échanger et de réfléchir ensemble à la question de la place des enfants dans la ville. Alors, quelques mots donc d'abord de mon livre, Leurs enfants dans la ville. C'est un travail qui se situe à l'intersection de la sociologie urbaine, de la sociologie des pratiques éducatives, de la sociologie de la socialisation. Je pense qu'il suscite un intérêt chez des sociologues qui ne sont pas forcément des sociologues de l'urbain, parce que j'aborde des questions un peu centrales dans la discipline sociologique. Puis il intéresse aussi, je pense, des géographes pour différentes raisons. Je vais, dans cette intervention, pas forcément rentrer dans un niveau de détail très élevé d'un point de vue conceptuel, mais essayer de vous expliquer grosso modo ce que j'ai voulu faire et ce que je suis parvenu à faire, et puis éventuellement les limites de ce travail. Donc je me suis intéressé dans le cadre de cette recherche à ce que j'ai appelé l'encadrement parental des pratiques urbaines des enfants, qui correspond à l'ensemble des activités que les parents mettent en œuvre en vue d'encadrer les déplacements et les activités réalisées par les enfants au sein des espaces publics urbains, que j'ai définis de manière très large, comme les espaces physiques formellement ouverts à tous en milieu urbain, principalement le réseau viaire, les places, les parcs et les transports en commun, que j'ai ajouté, même si leur accès est dans la plupart des cas payant, parce qu'il me semble assez caractéristique du mode de vie urbain. Donc je me suis intéressé, pour le dire autrement, à un domaine de pratique particulier, c'est-à-dire à la régulation par les parents de l'accès de leurs enfants aux espaces publics. Et donc dans cette perspective, il ne s'agit pas d'aborder la ville du point de vue des enfants. J'ai un certain temps cru que je faisais ça, mais en fait je ne faisais pas ça. Mais il s'agit d'aborder la ville du point de vue de leurs parents, et plus précisément à partir de ce que Jean-Hugues Deschaux, qui est un sociologue de la famille, a appelé le travail parental, que les parents mettent en œuvre au quotidien pour encadrer les usages que les enfants font des espaces publics urbains. Alors, il s'agit là d'un ensemble de pratiques éducatives ordinaires, assez largement impensées par les parents, mais le caractère banal de ces pratiques ne doit pas masquer l'importance de l'enjeu que revêt pour eux le passage progressif de leurs enfants à l'autonomie dans ce monde d'étrangers, pour reprendre une formule de Lynn Lofland, qu'est la ville. Dans le sens où on ne connaît pas les personnes que les enfants vont être amenés à côtoyer dans le cadre de leurs déplacements et des activités qu'ils pourront réaliser dans les espaces publics urbains. Et donc, c'est à cette tension particulière caractéristique de l'urbain que j'essaye de m'intéresser dans ce livre. Le fait, d'un côté, pour les parents, de vouloir encourager l'autonomie des enfants, et de l'autre, le désir de vouloir les protéger. Le problème étant que quand on les rend très autonomes, on risque de ne pas les protéger suffisamment, et que quand on essaye de les protéger beaucoup, on risque de ne pas les rendre autonomes. Donc c'est à ce chemin de crête que je me suis intéressé, en essayant d'en faire une sociologie, c'est-à-dire en essayant de comprendre comment les parents, de manière distincte, en fonction des ressources dont ils disposent, en fonction de leur trajectoire, en fonction de leur genre, vont mettre en œuvre cet encadrement parental, en lien avec ce caractère ambivalent de l'expérience de la fréquentation des espaces publics urbains, qui sont dans le même temps des arènes de sociabilité, des arènes d'exposition à des expériences esthétiques valorisées, des arènes d'autonomisation, d'émancipation d'une certaine manière, et en même temps des arènes d'exposition aux dangers et à différentes formes d'imprévus. Alors quand je commence ce travail, donc comme souvent, hein, a posteriori, quand on reconstruit les travaux, on a tendance à dire qu'on avait tout bien pensé, mais souvent c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Au moment où je commence ce travail,
Finalement, l'expérience des parents qui habitent les grandes villes européennes avait été, dans un certain nombre de cas, abordée à l'aune des choix résidentiels. Il y a pas mal de travaux qui portent sur ces questions. Elle avait été aussi abordée à l'aune des choix scolaires réalisés par les familles et des dilemmes qui peuvent être occasionnés par ces questions. Mais il y avait étonnamment assez peu de travaux disponibles. Alors en France, clairement très peu, mais même dans d'autres pays, il y avait quelques travaux, notamment de géographes britanniques qui s'étaient intéressés à ces questions, mais finalement assez peu de travaux portant sur cette régulation de l'accès des enfants aux espaces publics urbains, ce qui est un petit peu paradoxal dans une période qui se caractérise par une forte inquiétude pour les enfants de manière générale, mais a fortiori l'exposition des enfants dans les espaces publics à différents risques. Et donc l'idée, à travers ce travail, c'était d'essayer de contribuer à une meilleure connaissance de la socialisation des enfants aux espaces publics, et plus précisément au rôle que les parents vont jouer dans ce processus de socialisation, en essayant d'apporter un éclairage à la transmission de manière d'agir, de penser et de percevoir dans les espaces publics urbains, en interrogeant, à partir d'une enquête par entretien que je vais vous présenter juste après, la transmission dans le cadre familial de normes de comportement, de normes de présentation de soi, pour le dire comme Erving Goffman, de compétences d'interaction et de mobilité, et de représentation du danger, de l'altérité sociale et plus largement de l'ordre social. Donc pour le dire de manière peut-être rapide mais efficace, le cadre théorique de ce travail, c'est un peu Bernard Lahire et Pierre Bourdieu versus Erving Goffman. L'idée étant d'essayer, dans une perspective dispositionnaliste, attentive à l'incorporation, donc de manière d'agir, de manière de penser, d'essayer de voir comment ces dispositions s'incorporent dans les espaces publics, et puis en miroir, comment s'apprennent les normes de présentation de soi, les normes d'interaction, pour le dire dans une perspective plus goffmanienne. Et puis en sociologue, l'idée était bien sûr d'essayer d'aborder, je l'ai dit un peu plus tôt, la formation de dispositions différenciées, à la fois selon le sexe des enfants, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi selon les ressources dont disposent les familles. Alors un point important, c'est de souligner le fait que les parents ne détiennent bien entendu pas le monopole de la socialisation de leurs enfants, dont la découverte de la ville et des espaces publics est en partie façonnée par d'autres agents, notamment les pères. On sait très bien l'importance qu'ont les pères à l'adolescence, et même au moment de l'enfance. Mais il n'en demeure pas moins que l'action éducative des parents est assez structurante de l'expérience enfantine. Et donc, si elle n'offre qu'un point de vue partiel sur la socialisation des enfants aux espaces publics, elle constitue quand même un des facteurs importants de cette socialisation. Alors, quelques mots sur l'enquête. C'est pas forcément sur ce point que je m'attarderai le plus, mais pour que vous ayez une idée de ce sur quoi je m'appuie pour la suite de mon propos, j'ai fait le choix, pour réaliser ce travail, de conduire une enquête à la fois localisée et comparée. Localisée dans le sens où j'ai choisi deux espaces bien définis de quartiers. C'est peut-être une échelle un peu plus large que celle du quartier. Là, si je devais refaire l'enquête, je la referais peut-être à une échelle un peu plus fine. Deux quartiers situés dans deux sociétés urbaines distinctes, Paris et Milan. Alors bien entendu, il y a des raisons liées au financement de ma thèse qui m'ont conduit à étudier Paris et Milan, puisque j'étais dans le cadre d'une co-tutelle entre ces deux villes, mais j'ai essayé de construire des raisons un peu plus scientifiques aussi pour justifier et puis rendre intéressante cette comparaison. L'idée étant, à travers la comparaison de deux espaces situés dans deux métropoles européennes distinctes, d'essayer de mettre en lumière la façon dont les processus de socialisation qui m'intéressaient pouvaient être en partie définis par des contextes locaux, donc à la fois à l'échelle du quartier et à l'échelle des sociétés urbaines dans lesquelles ces quartiers se trouvent. Notamment, je n'entre pas dans les détails, mais derrière la comparaison Paris-Milan, il y a des hypothèses relatives à des différences liées à des systèmes éducatifs distincts, des différences liées à une façon d'organiser la résidence euh, familiale distincte dans les deux pays, avec beaucoup plus souvent des formes de proximité résidentielle avec des membres de la famille dans le cas italien que dans le cas parisien, et même dans le cas milanais, qui est peut-être la ville dans laquelle c'est le moins vrai en Italie. Dans beaucoup de cas, les parents habitent à proximité de membres de leur famille, ce qui a des effets sur la façon dont la vie quotidienne se déroule, et notamment du point de vue des services qui peuvent être rendus pour l'accompagnement ou la garde d'enfants. Donc ça fait des différences assez importantes avec le cas de Paris.
je ne développerai pas non plus ce point, mais un acteur assez important de la vie quotidienne des enfants à Paris, à Milan, c'est l'Église catholique qui va accueillir dans les patronages paroissiaux beaucoup d'activités extrascolaires, y compris dans le cas des enfants qui ne sont pas catholiques. C'est un acteur majeur de la garde, enfin du temps extrascolaire des enfants qui est inexistant sur le terrain parisien qui m'intéressait. Donc j'ai fait ce double choix d'une enquête localisée et comparée en essayant de trouver des terrains qui puissent être comparables. Alors c'est un peu une gageure, mais j'ai essayé de faire le meilleur choix possible. Alors vous allez voir que dans les deux villes, ces deux terrains se situent au même endroit. C'est à la fois purement fortuit et en même temps ça renvoie à l'histoire urbaine des deux villes. Ce sont deux villes qui se sont construites par cercles concentriques et ce sont deux espaces qui ont plus ou moins la même histoire. Ce sont des anciens espaces agricoles qui se sont progressivement urbanisés avec d'abord une forme de villégiature bourgeoise, puis une urbanisation, puis une urbanisation, puis une industrialisation, puis une désindustrialisation, puis une gentrification. Donc je vais très vite, mais c'est un peu la même histoire urbaine, et par ailleurs ils partagent pas mal de caractéristiques morphologiques. Donc si vous regardez, il y a un canal qui passe sur les deux terrains, il y a deux grands parcs, et puis voilà, ils ont vraiment, même si c'est pas tout à fait la même histoire urbaine, ils ont des traits communs très forts liés au fait qu'ils soient situés au même endroit en fait dans la métropole, à la périphérie interne en fait de la ville-centre de ces deux métropoles. Ils sont très bien desservis par des réseaux de transport. Et donc il y a tout un ensemble de raisons qui m'ont fait les choisir. Mais la raison principale pour laquelle je les ai choisis, c'est que ce sont deux quartiers qui se caractérisent par une très forte hétérogénéité de la population. Alors je ne dis pas mixité, dans le sens où ce sont des populations qui ne vivent pas forcément toujours ensemble, mais dans un espace réduit, on va trouver des groupes très différents. Le 19e arrondissement à Paris, c'est l'arrondissement qui compte le plus fort taux de logement social. Il y a des poches de pauvreté assez importantes. Et en même temps, autour du parc des Buttes-Chaumont, mais aussi le long du bassin de la Villette, on peut avoir des appartements pour lesquels le prix du mètre carré est supérieur à 10 000 € le mètre carré. Donc il y a des très forts contrastes sociaux. Il y a une forte hétérogénéité aussi ethno-raciale de la population, avec notamment dans le cas de Paris une spécificité importante qui est celle d'une très forte et très visible population juive orthodoxe, qui n'est pas du tout, ce qui n'est pas du tout le cas à Milan. En gros, on n'a pas de données officielles, mais je pense qu'il y a plus de juifs qui habitent dans le 19e arrondissement que dans toute l'Italie, peut-être. Ou en tout cas, on est sur des chiffres assez proches. Donc à Milan, il n'y a pas ça, mais il y a d'autres. Et puis c'est pas la même histoire migratoire, puisque c'était d'ailleurs une des hypothèses comparatives, hein, c'était le fait que les deux pays n'aient pas la même histoire migratoire, puisque l'Italie devient une société d'immigration plutôt à la fin du XXe siècle, et avec une immigration très hétérogène qui vient d'Amérique latine, d'Asie, de différents pays d'Afrique, qui n'est pas tout à fait la même que celle qu'a connue la France. Mais ce sont deux quartiers qui se caractérisent donc par une très forte hétérogénéité, et c'est ça qui m'intéressait parce que vu mon objet, la régulation des pratiques urbaines des enfants, le fait d'être dans des espaces dans lesquels on peut potentiellement croiser des gens différents de soi, rendait ces terrains intéressants dans la mesure où ils les approchent d'une certaine manière de la définition idéale des espaces publics. Les espaces publics étant, en théorie en tout cas, caractérisés par l'accessibilité et par la diversité potentielle des personnes qu'on va y croiser. Donc sur ces deux terrains, j'ai conduit une enquête qui s'appuyait principalement sur des entretiens, même si j'ai aussi eu recours un peu à l'ethnographie, mais c'était plus finalement en appui du travail par entretien. J'ai réalisé donc au total 78 entretiens dans les deux villes, 35 à Paris et 43 à Milan. Alors comme souvent dans les enquêtes sur les pratiques éducatives, il y a une forte surreprésentation de mères. En ce moment, je suis en train de conduire une enquête à Lille et malgré mes efforts, c'est quand même toujours difficile de rencontrer des pairs quand on travaille sur les questions éducatives. Grosso modo, en sociaux, la proportion c'est autour d'un quart, un tiers à peu près de pairs. C'est difficile. Alors, mais, il faudrait, j'essaye de faire en sorte de faire mieux, mais c'est souvent quand même une difficulté propre à l'enquête sur ces sujets-là. Et donc, dernier point, avant de passer à la présentation un peu des résultats, j'avais fait le choix pour ce travail de rencontrer des parents qui avaient pour caractéristique donc, d'habiter ces deux espaces et d'avoir au moins un enfant âgé de 8 à 14 ans. Cette phase d'âge correspondant donc à un choix qui est discutable, mais de 3 ans en amont et 3 ans en aval de l'entrée dans l'enseignement secondaire, dans les deux pays, puisqu'il se fait au même âge à 11 ans, en théorie. Et pourquoi ça? Parce qu'on sait, beaucoup de travaux ont montré que le passage au collège est un moment d'autonomisation très fort pour les enfants. Euh,
du point de vue des pratiques de l'espace urbain, en termes de mobilité autonome, mais au-delà de ça, c'est vrai aussi pour l'écoute musicale, c'est vrai pour les questions vestimentaires. Il y a beaucoup de travaux qui ont montré cette étape importante dans la mise à distance, notamment des prescriptions familiales, et la prise d'importance relative des groupes de pairs, de ce qui est pratiqué au sein des groupes de pairs. Voilà, donc c'était une présentation très rapide de l'enquête. Peut-être juste dernière chose, dire qu'elle commence à dater, hein, puisque les entretiens ont été réalisés entre 2009 et 2012. Je pense que beaucoup de choses restent valables. Certaines choses ont dû changer, notamment autour de la question du numérique, évidemment, hein. À l'époque, il y avait des téléphones portables. Je me suis un peu intéressé à cette question-là, mais ça n'avait quand même pas grand-chose à voir avec la réalité actuelle, avec notamment tout un ensemble de pratiques de géolocalisation par les parents, auxquelles je n'ai pas pu m'intéresser parce qu'elles n'existaient pas, mais qui seraient intéressantes à étudier aujourd'hui. Alors, je vais essayer d'être efficace, pas pour tout vous dire parce que ce serait impossible, mais pour vous donner un peu à voir ce que je présente dans mon livre, et puis peut-être vous donner envie d'y jeter un œil de manière plus approfondie si c'est des questions qui vous parlent. En commençant par des choses peut-être un peu évidentes, mais qui sont nécessaires à rappeler. Donc dans le livre, je vais suivre cette progression tout au long de ma présentation. J'ai découpé le livre en 5 chapitres. Dans le premier chapitre, j'essaye de m'intéresser aux étapes de la prise d'autonomie des enfants dans la ville, à partir du point de vue de leurs parents. Dans le second chapitre, j'interroge de manière un peu rétrospective leurs souvenirs d'enfance pour comprendre comment ces souvenirs d'enfance peuvent nous aider à comprendre certaines évolutions observables, en tout cas peuvent nous aider à interpréter les pratiques qui sont mises en œuvre par les parents. Je m'intéresse ensuite aux distinctions, aux différences sociales que j'ai pu relever dans les pratiques d'encadrement parental. Et puis je vous parlerai ensuite, en espérant en avoir le temps, d'un autre type de différence sociale, qui est celui de la différenciation genrée. Et puis le dernier chapitre du livre porte sur la comparaison entre Paris et Milan, dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Alors quelques mots donc sur ce premier chapitre. Les parents, et ça peut paraître évident quand on le dit, mais c'est fondamental d'insister sur ce point, ont deux grandes peurs, deux grandes préoccupations. C'est d'abord le risque d'accident de la circulation, et ils ont raison d'avoir peur de ça, puisque les statistiques montrent que, notamment vers l'âge de 8 ans, il y a un pic assez important d'accidents. Et puis, deuxième grand registre de peur parentale, celui de la mauvaise rencontre, celui des inconnus malveillants qui pourraient faire du mal aux enfants, les enlever, les faire disparaître, etc. Et ces deux grandes peurs, ces menaces perçues par les parents, vont d'une certaine manière de soi pour les parents. En fait, il y a un entretien, il y a plein de moments où j'ai des échanges avec les parents, ils me disent ce que font tous les parents. D'ailleurs, c'était le titre de ma thèse, hein, ce que tous les parents disent. Il y a une espèce de grammaire commune en fait aux parents sur les risques qui convient, en fait, qui leur incombe en tant que parents d'essayer de prévenir. Et c'est bien pour ça que c'est important d'insister sur ces deux menaces en vue de comprendre ce qu'est l'encadrement parental, dans la mesure où ce sont ces deux menaces perçues qui vont structurer les pratiques que les parents mettent en œuvre et puis qui évoluent bien sûr avec l'avancée en âge des enfants. Et notamment, insister sur ces deux menaces permet de comprendre de manière peut-être un peu contre-intuitive, moi c'est pas quelque chose que j'avais en tête au départ de mon enquête, le rôle central que joue le domicile dans la prise d'autonomie urbaine des enfants. C'est bien souvent la première étape de la prise d'autonomie urbaine des enfants. Ils sont d'abord laissés seuls chez eux avant d'être laissés seuls dans la ville. Et le domicile est protégé de ces deux risques, les accidents de la circulation et les inconnus malveillants. Alors je fais une petite parenthèse, par ailleurs le domicile peut être un espace très dangereux puisqu'il y a tout un ensemble d'accidents domestiques qui peuvent s'y produire. Et par ailleurs, on sait que les principales menaces pour les enfants, ce sont leurs proches et souvent les membres de leur famille. Mais dans la perception qu'en ont les parents, c'est un espace sécurisé et beaucoup d'enquêtes ont montré que c'était le cas aussi pour les enfants. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire tant mieux que ce soit comme ça. Mais je voulais juste un peu déconstruire aussi cette idée que le domicile serait nécessairement sûr pour les enfants. C'est loin d'être le cas. Mais en tout cas, il est perçu comme ça par les parents et c'est souvent là que vont se dérouler les premières expériences en autonomie des enfants. Une fois que l'enfant est considéré apte à rester seul au domicile, une deuxième étape, souvent assez marquante, hein, qui est souvent assez développée dans les entretiens, c'est le moment où les enfants vont se voir dotés des clés du domicile, en fait, où ils vont pouvoir passer en autonomie de chez eux à l'extérieur, et puis après revenir de l'extérieur à chez eux. Et ça, c'est souvent un moment assez important, puisque ça engage la confiance des parents, la confiance dans la capacité qu'ont les enfants à ne pas perdre les clés,
à savoir bien fermer la porte, bon, ça, parce que derrière il peut y avoir quand même des risques de cambriolage où il faut refaire la serrure. Et puis voilà, c'est souvent décrit comme des moments un peu où les enfants sont fiers, sont contents. Enfin, c'est un moment qui marque un passage dans la relation entre les parents et les enfants. En dehors du domicile, il y a tout un ensemble d'espaces plus ou moins proches du domicile, des places, des rues piétonnes, des squares, des parcs, ça dépend un petit peu des cas de figure, qui vont être considérés par les parents comme protégés. C'est une idée que je développe dans le livre. Il y a des espaces qui sont perçus par les parents comme étant des espaces protégés, le long d'un gradient, en fait, le long d'une gradation fine, c'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins protégés, et c'est la raison pour laquelle on va laisser les enfants y aller en fonction de leur âge. Donc les espaces les plus protégés vont être considérés comme les plus appropriés pour les plus petits, et puis plus on avance en âge, et plus on peut aller aussi dans d'autres espaces. Et pourquoi est-ce qu'ils sont perçus comme protégés? D'abord parce que la circulation automobile y est interdite, ou en tout cas très fortement régulée, ça c'est un élément fondamental. Et puis aussi parce que, c'est ce que j'essaye de décrire dans le livre, les parents perçoivent que s'exercent dans ces espaces, en tout cas au moins à certains moments de la journée ou de la semaine, des formes de régulation collective des comportements, des formes de surveillance collective, alors avec bien souvent une forme de confiance dans le fait que d'autres parents vont surveiller ce qui se passe dans ces espaces-là. Et d'ailleurs, j'ai pu en faire l'expérience pendant mon enquête, puisque dans les espaces où cette interconnaissance, ou en tout cas cette surveillance informelle est la plus élevée, j'ai pu être interpellé, on m'a demandé ce que je faisais là. Enfin, voilà, il y a une forme de méfiance vis-à-vis de personnes sans enfants, pour le dire peut-être un peu vite, mais les parents en fait sont des acteurs du contrôle social dans ces espaces, et dès que quelque chose ne paraît pas être tout à fait habituel, ils vont s'en inquiéter. Et donc on va percevoir, enfin, dans beaucoup de propos de parents, la présence d'autres parents comme un appui dans cet encadrement parental, puisque il va y avoir une forme de partage en fait de cette activité de surveillance. Un autre point sur lequel je pense que c'est intéressant d'insister, notamment pour les architectes parmi vous, en tout cas ceux qui sont plus dans la pensée de la ville, dans la fabrique de la ville, c'est le rôle central que jouent les commerces dans la sécurisation perçue par les parents des espaces publics, notamment des espaces publics de proximité. En fait, dans beaucoup de cas, les parents enseignent à leurs enfants à se réfugier dans un commerce en cas de problème. Ils ont une forme de conviction que ce sont des endroits où on peut se réfugier, des endroits sûrs, et par ailleurs que les commerçants, et ça c'est des choses qui ont été montrées aussi par d'autres travaux, je pense notamment à Jane Jacobs, hein, le classique sur les villes américaines, que les commerçants exercent une forme de surveillance de ce qui se passe à proximité immédiate de leur commerce. Donc ce sont autant de refuges potentiels. Et donc pour le dire rapidement, là je fais un peu un lien avec ce qui vient à la fin sur la ville à hauteur d'enfant, une ville avec moins de commerce, c'est une ville perçue comme étant moins sûre par les parents, et donc dans laquelle vous verrez probablement moins d'enfants dehors. A l'inverse, une ville avec plus de commerce proximité sera probablement perçue comme étant plus sûre par les parents. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à avoir en tête. Quand on pense la ville et les enfants, il faut penser la question du commerce de proximité, puisque ce sont des espaces qui sont considérés comme protégés par les parents. Et par ailleurs, ce sont des espaces, vous vous en souvenez peut-être, en tout cas je m'en souviens bien, mais je pense que c'est votre cas aussi, dans lesquels on fait souvent ces toutes premières expériences d'autonomie. C'est-à-dire que c'est là qu'on va aller acheter une baguette de pain, une brique de lait, ce genre de choses. On va aussi apprendre un peu à payer, à récupérer la monnaie, bon, même si aujourd'hui avec les cartes bleues ça doit changer un petit peu. En tout cas, ce sont des espaces à la fois perçus comme étant des acteurs de la sécurisation de la présence des enfants dans la ville, et ce sont des espaces qui sont des opportunités d'autonomie pour les enfants, alors seuls ou en groupe, mais en tout cas, ce sont des destinations de petites pratiques de mobilité pour les enfants. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, juste un dernier point, parce que c'est, je pense, utile. Dans le livre, j'essaye de réfléchir aussi à tout l'éventail des situations qui existent. Il n'y a pas d'un côté l'enfant seul et de l'autre l'enfant tout le temps avec ses parents. Il y a toute une gradation aussi de situations intermédiaires, et notamment des formes de mobilité collective qui peuvent être parfois construites par les parents, hein, sciemment, notamment pour aller à l'école. Donc ils vont essayer de construire du capital social dans l'immeuble, ou en tout cas dans l'entourage, pour que les enfants puissent aller à l'école en n'étant pas seuls. Les enfants se déplaçant à plusieurs étant perçus comme moins menacés par des personnes malveillantes que quand ils sont seuls. Donc il y a un travail de construction de la mobilité collective. Les parents que j'ai interrogés, qui sont pour la plupart d'entre eux, enfin qui ont grandi, en gros ils avaient une dizaine d'années pour la plupart d'entre eux dans les années 70 et le début des années 80,
ont le souvenir de rues davantage fréquentées par les enfants. Je pense que je vais aller un petit peu vite sur cette partie-là parce que les deux qui suivent me paraissent plus intéressantes. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai pris le temps dans les entretiens, c'était pas forcément quelque chose que j'avais pensé au départ, d'essayer d'interroger les souvenirs des parents. Alors évidemment, ils n'ont pas tous grandi en ville. Un certain nombre d'entre eux ont grandi à la campagne, mais ils sont quand même pas mal à avoir grandi en ville. Et ce qui ressort des entretiens, c'est que ils ont le sentiment, même si là je mets Bourdieu sur le PowerPoint, il y a toujours un risque un peu d'idéalisation du passé. Et puis bien entendu, quand on est enfant, on n'a pas conscience des inquiétudes qui peuvent être celles de ses parents, mais en tout cas ils ont le sentiment, à partir des pratiques qui étaient les leurs et à partir de ce que leurs parents pouvaient leur dire, que le fait que des enfants soient dehors pour jouer dans la rue, se déplacent parfois de manière un peu longue dans les transports en commun pour traverser la ville à Paris ou à Milan sans adultes, n'était pas quelque chose qui était construit comme un problème ou comme un risque à l'âge où ont leurs enfants au moment de l'entretien. En fait, en gros, beaucoup me disent, je ne laisse pas faire à mes enfants ce que moi je faisais, et ce qui n'était pas construit comme un risque, comme une question, comme un sujet à l'époque. Euh, J'essaye dans le livre de proposer des éléments d'explication. C'est un peu ambitieux parce que c'est une évolution sociale de très long terme, le retrait des enfants des espaces publics urbains. On sait qu'il s'inscrit sur plusieurs siècles, qu'il y a beaucoup de facteurs qui permettent de comprendre cette évolution, notamment voilà, la transformation de la vision qu'on peut avoir de l'enfance et de ce qu'on laisse faire aux enfants et de ce qu'on considère souhaitable pour eux. Mais sur la période là, qui était celle des souvenirs d'enfance des parents que j'ai rencontrés, j'essaye de mettre en lumière, enfin de mettre au jour quatre mécanismes qui me paraissent pas forcément tout expliquer, mais en tout cas contribuer à expliquer ce sentiment que les enfants seraient moins autonomes dans la ville qu'avant. Bon, ce qui est par ailleurs corroboré par tout un ensemble de travaux quantitatifs. Je n'ai pas le temps de développer, mais pour le dire vite, en gros, sur la période qui m'intéresse, années 90, enfin 80-90, 2010, le rayon d'action, le rayon de mobilité autonome des enfants diminue, le temps passé en autonomie dans les espaces publics diminue, et par ailleurs, l'âge des premiers déplacements réalisés en autonomie s'élève. Donc il y a pas mal de travaux qui permettent de contextualiser les souvenirs de mes parents qui vont d'une certaine manière venir les corroborer, les appuyer. Et donc ce que j'essaye de mettre en avant dans le livre, c'est trois choses. D'abord, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais dans une approche un peu Goffmano-bourdieusienne pour le dire vite. En réalité, je pense qu'une limite réelle de l'approche bourdieusienne, c'est qu'elle ne prend pas assez en compte les objets, et notamment la question du progrès technique. Et là, ça ressort quand même pas mal de mon travail. Les usages qui sont faits des espaces publics sont en partie liés aux outils dont on dispose, aux innovations. Et sur la période qui m'intéresse, les ordinateurs, les jeux vidéo, les téléphones portables, bon, sur la période encore plus récente, les smartphones, peuvent contribuer à expliquer le fait que les enfants passent moins de temps dehors. En fait, il y a davantage de temps, notamment de jeu, qui va se réaliser dans des espaces privés. Et puis, bien sûr, un autre objet fondamental, je pense qu'on ne comprend pas l'évolution de la place des enfants dans la ville sans nommer cet objet-là, c'est l'automobile. C'est d'autant plus vrai sur le terrain milanais, puisque l'automobilisation de la société italienne s'est produite un peu en décalage avec le cas français un peu plus tardivement, mais beaucoup de souvenirs de parents qui me disent en fait avoir beaucoup plus d'espace. Les voitures, ça prend de la place pour se garer, ça prend de la place quand ça circule, c'est dangereux, et c'est vraiment un des éléments assez marquants de la mémoire des parents qui ont grandi sur le terrain que j'ai étudié à Milan. Et puis par ailleurs, là aussi, je vais malheureusement aller un peu vite, hein, mais les standards éducatifs ont évolué, les pratiques éducatives ont évolué entre les années 70-80 et les années 2000, fin des années 2000 au moment de mon enquête. Je vous renvoie notamment ici au travail d'Annette Larot, une sociologue de l'éducation, mais il y a aussi beaucoup de travaux en France, hein, notamment autour de Bernard Lahire et son équipe qui vont enfin son équipe et puis d'autres équipes de recherche qui montrent comment le temps extrascolaire des enfants est davantage investi aujourd'hui qu'il n'a pu l'être par le passé, avec des fortes différences sociales qui existent, mais quand même, de manière générale, un temps disponible pour le jeu qui a diminué. C'est-à-dire qu'une des raisons pour laquelle il y a moins de jeux libres dans la ville, c'est par exemple l'automobile qui prend de la place ou qui constitue un danger, mais c'est aussi le fait que les enfants, en moyenne, disposent de moins de temps pour jouer qu'ils n'en disposaient par le passé.
Et puis un dernier facteur, là, je l'ai gardé pour les architectes, ça peut peut-être vous intéresser, c'est vraiment très frappant à Milan. Il y a un type d'habitat spécifique dans le quartier, enfin à Milan, au quartier ouvrier milanais, mais notamment au quartier auquel je m'étais intéressé, qui s'appelle en italien les cortili. C'est en fait un habitat ouvrier construit autour d'une cour commune. Beaucoup de parents que j'ai rencontrés à Milan, en fait, avaient des souvenirs très vifs d'avoir grandi dans ces cours, d'avoir d'une certaine manière fait l'expérience de la prise d'autonomie dans ces cours avec d'autres enfants de l'immeuble. Et ces cours constituaient une espèce de seuil entre le domicile et les espaces publics. Et elles ont été complètement stérilisées d'une certaine manière. Le jeu y a été interdit. C'est devenu des espaces dans lesquels il n'y a plus rien, à part parfois des voitures qui s'y garent. Au point que c'est devenu un sujet pour la municipalité qui a essayé d'inverser la tendance et de faire en sorte enfin de peser un peu sur le fait que les copropriétés à nouveau autorisent le jeu dans ces espaces. Mais ce sont des espaces qui étaient des espaces enfantins dans lesquels beaucoup de choses se transmettaient, beaucoup d'expériences se faisaient et qui ont complètement en fait été stérilisés. Et ça c'est vraiment très frappant, ça ressort beaucoup dans les propos des entretiens des parents que j'ai rencontrés à Milan. Cela étant dit, à Paris, il y a beaucoup de cours d'immeubles aussi qui ne sont pas utilisés, et donc c'est d'une certaine manière un espace potentiel pour le jeu des enfants ou pour les activités enfantines qui n'est pas utilisé. Alors je vous ai dit, enfin très, très vite, mais que la présence des enfants dans les espaces publics avait tendance à reculer, que les parents que j'avais rencontrés en attestaient à partir de leurs propres souvenirs. Cela étant dit, et ce sera mon troisième point, je vous invite à ne pas penser ce recul de la présence des enfants dans les espaces publics de manière uniforme, puisqu'il y a des enfances très socialement différenciées. Là encore, pour reprendre enfin, le titre du livre collectif de Bernard Lahire et son équipe, il y a des enfances de classe, il y a des expériences très différentes de l'enfance, et notamment du logement. Ce sera mon premier point. Ça peut paraître là aussi un peu évident quand on le dit, mais c'est fondamental. Les usages qui sont faits des espaces publics sont très dépendants des caractéristiques du logement. Pour le dire vite, plus le logement est petit et ou densément occupé, plus il est probable que les enfants passent du temps dehors. Et à l'inverse, plus le logement est grand ou peu densément occupé, plus il est probable que les enfants passent moins de temps dehors. Quand il y a 8 personnes dans un 55 mètres carrés, il est bien plus probable que les enfants passent du temps dehors que quand il y a 4 personnes dans 200 mètres carrés. Ça tombe un peu sous le sens, mais je pense que c'est bien de le rappeler parce que ça permet aussi d'aller à l'encontre de discours culturalistes qui ont tendance à considérer que, notamment dans les grands ensembles, les enfants sont dehors pour des raisons liées à leur origine nationale. C'est peut-être en partie vrai, je n'ai pas été creuser ces questions-là, c'était pas au cœur de ma focale. Par contre, ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que c'est sans doute en grande partie lié à leurs conditions de logement. Donc, si vous vous intéressez à la présence des enfants dans la ville, mais je pense même de manière plus générale à la présence des gens dans les espaces publics, intéressez-vous aux conditions de logement. Il y a une porosité en fait entre les caractéristiques du logement et les usages qui sont faits des espaces extérieurs. Et d'une certaine manière, j'ai de la chance parce que le Covid, tous les confinements ont complètement mis en lumière ce que moi j'avais essayé de mettre en lumière dans mon travail. Bien entendu, les espaces publics, ce qu'on a appelé les extérieurs, sont beaucoup plus précieux pour ceux qui disposent de conditions de logement mauvaises. Deuxième point, les normes éducatives. Je l'ai dit juste avant, les standards éducatifs évoluent avec le temps, la façon dont le temps extrascolaire des enfants est investi évolue. Et dans certains cas, des enfants que j'ai pu rencontrer, qu'on va retrouver aussi dans le livre Enfance de classe dirigé par Bernard Lahire, ont très peu de temps disponible. Il y a cette image de l'agenda de ministre, d'emploi du temps de ministre qui revient dans certains entretiens avec des parents. En gros, poterie le lundi, théâtre le mardi, piscine le mercredi, judo le jeudi, je sais pas quoi le vendredi, scout le samedi. Ils n'ont pas de temps, ou très peu, disponible pour être dehors pour jouer. C'est assez mécanique d'une certaine manière. Des enfants qui sont très engagés dans des activités extrascolaires disposent d'un temps assez résiduel pour passer du temps dans la rue, dans les espaces publics. Ce qui va par contraste tendre dans des quartiers mélangés comme ceux que j'ai étudiés à renforcer la visibilité des enfants des catégories populaires, qui eux vont disposer de plus de temps non investis dans le cadre d'activités. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas d'activités extrascolaires, notamment dans le 19e, il y a une offre assez importante autour des centres d'animation, il y a pas mal de choses qui sont proposées et qui sont utilisées par les familles, mais il y a quand même un contraste important dans le temps disponible entre les enfants et entre les familles. Troisième point, et vous allez voir que ces points en fait se cumulent entre eux, d'une certaine manière interagissent et se renforcent les uns les autres.
Les choix scolaires, dans des espaces comme ceux que j'ai étudiés, qui sont très mélangés, ne sont pas les mêmes. On sait très bien qu'ils sont très liés aux caractéristiques sociales des familles. Et ces choix scolaires vont avoir comme effet, en général, de contenir les enfants des quartiers populaires, enfin, pardon, les enfants des familles populaires dans l'espace local. Ils vont faire souvent dans la plupart des cas, toute leur scolarité dans les établissements auxquels ils sont rattachés par le secteur, alors que d'autres enfants vont très vite quitter le quartier pour être scolarisés dans de meilleurs établissements. Parfois dès la maternelle, parfois en primaire, quasiment tout le temps au collège. Ce qui va avoir des effets sur la prise d'autonomie, notamment en termes d'emprunt des transports. Dans beaucoup de cas, c'est notamment ce que je décris dans l'article que j'ai publié dans les actes de la recherche, les parents des classes moyennes à fort niveau de diplôme vont apprendre à leur enfant à prendre le métro assez tôt pour qu'ils puissent le prendre plus tard pour aller au collège. Il y a cet horizon qui va sous-tendre les pratiques de socialisation à la mobilité dans ces familles-là. Alors que dans les familles populaires, finalement, l'emprunt du métro n'est pas quelque chose qui est investi comme pouvant potentiellement être utile à la suite du parcours scolaire. Ça va avoir comme conséquence, donc à la fois, ça va avoir des effets sur le rapport à la mobilité, comme je viens de le dire, mais aussi des effets sur le réseau social des enfants, puisqu'il y a certains enfants qui vont être scolarisés dans leur quartier pendant très longtemps, pendant presque 15 ans, et puis d'autres qui vont être scolarisés assez vite en dehors du quartier, construire des amitiés en dehors du quartier, et donc pas forcément investir de la même façon l'espace local, avoir un rapport plus utilitariste, ou en tout cas moins intense, un ancrage local moins fort que dans le cas des enfants qui sont scolarisés dans le quartier. Ceci étant par ailleurs renforcé, dernier élément, par le fait que ce sont par ailleurs souvent des enfants qui quittent le quartier le week-end ou pendant les vacances. Donc je ne sais pas quelles sont les destinations de la bourgeoisie nancéenne pour les week-ends, mais j'imagine qu'il y en a, qu'ils doivent quitter la ville. À Paris, ça va être la Normandie, ça peut être différents endroits plus ou moins éloignés de Paris, des week-ends éventuellement à la montagne, dans des résidences secondaires à la mer, etc., des vacances qui ne se déroulent pas dans le quartier, alors que d'autres enfants vont passer la plupart de leur week-end dans leur quartier. Donc vous voyez bien que ces quatre dimensions, les caractéristiques du logement, les normes éducatives familiales, les choix scolaires et le fait de quitter ou pas le quartier sur une base régulière, notamment le week-end, ça va construire un rapport très différent à la fois à la mobilité et à l'espace local. Donc ce que je décris dans le livre, enfin j'essaye en tout cas de présenter la construction d'un rapport plus ou moins dominant au quartier et d'un rapport plus ou moins dominant à la ville dans son ensemble, en fait, à la ville en tant qu'espace qu'on maîtrise, qu'on appréhende, dans lequel on sait se déplacer, dans lequel on a des repères au-delà de l'échelle du quartier. Dernier point, dans la continuité de ce que je viens de vous dire, finalement c'est aussi une forme de différence sociale. C'est le chapitre 4 de mon livre. J'ai essayé de m'intéresser à la façon dont les parents mettent en œuvre l'encadrement parental de façon différente pour leurs filles et pour leurs garçons. Euh, Moi, il me semblait quand le livre est sorti que c'était ça qui allait être le plus. En tout cas, moi, je pense que c'est ça ce qui est le plus intéressant dans mon livre. Bon, finalement, ce qui a beaucoup plus intéressé les journalistes, c'était la question de la nostalgie des parents, le fait que les enfants soient plus dehors, qu'ils aient disparu des villes, etc. Moi, il me semble que si je dois me prononcer sur ce qui me paraît le plus intéressant dans mon livre, c'est plutôt cette partie-là, donc qui effectivement est un article aussi dans la revue Société contemporaine, dans lequel j'essaye de mieux comprendre les peurs féminines. En fait, il y a toute une littérature importante qui a décrit, notamment en géographie, mais aussi un peu en sociologie, en tout cas les caractéristiques de l'expérience féminine de la ville. Et moi, j'essaye, à mon échelle modeste, à partir de mon enquête, de montrer que c'est sans doute dès l'enfance que se construit le rapport différencié des hommes et des femmes à l'espace public. En tout cas, que ce qui se joue dans le cadre familial, autour notamment de la transmission de consignes, de recommandations, autour de l'édiction d'un certain nombre d'interdits ou de risques potentiels spécifiques aux filles, a un effet sur le rapport qu'entretiennent les hommes et les femmes à la ville une fois devenus adultes. Donc je vais essayer là aussi en quelques minutes de vous donner des éléments, peut-être en commençant par un point un peu contre-intuitif, mais qui me semble intéressant, c'est que sur les premières années de la phase d'âge qui m'a intéressé, 8-14 ans, ce sont en réalité plutôt les filles qui disposent de davantage d'autonomie que les garçons. Elles sont jugées souvent par leurs parents comme étant plus, donc le mot qui revient très souvent, plus matures, plus compétentes d'une certaine manière en tant qu'utilisatrices de la ville. Elles sont plus obéissantes, elles respectent mieux les consignes, elles prennent moins de risques. En fait, elles vont bénéficier souvent d'un peu plus de marge de manœuvre, en tout cas quand elles le demandent, que les garçons au même âge.
Ça va s'inverser de manière radicale avec la puberté. Donc là aussi, je vais vite, hein, mais il y a des travaux, notamment je pense à Aurélia Mardon, qui montrent bien comment le regard des parents sur leur fille évolue très fortement avec la puberté. Ce qui est assez frappant, c'est que ce n'est pas que les parents se mettent à considérer soudainement que leur fille serait devenue des utilisatrices incompétentes. C'est pas le cas. Elle continue à être perçue comme étant plus mature et plus prudente que les garçons. Ce qui change, c'est la perception que les parents ont des risques auxquels elles vont potentiellement être exposées dans ces espaces, qui sont de manière totalement transversale à mon échantillon perçus comme des espaces hétéronormés. Alors évidemment, les gens ne le disent pas comme ça, hein, mais là, ce qu'ils me décrivent des risques qu'ils perçoivent dans les espaces publics, c'est le fait que les filles vont être exposées à tout un ensemble en tout cas, vont potentiellement être exposées à tout un ensemble de situations spécifiques parce que ce sont des filles. Et donc, il faut les préparer à ces situations. Ce travail de sensibilisation pouvant s'effectuer aussi bien sur un registre naturalisant, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui ne vont même pas, enfin, à aucun moment venir questionner cette différence qu'ils vont faire ou cette différence dans l'expérience que les unes et les autres ont de la ville, que sur un registre de la déploration, avec des parents qui peuvent être très critiques de cette situation, mais qui n'en vont pas moins continuer à faire des différences très marquées dans l'accompagnement de la prise d'autonomie des garçons et des filles. Voilà, il s'agit notamment d'apprendre aux filles en fait, à faire gaffe, à faire attention, à être vigilantes, à être discrètes. Pour le dire vite, il s'agit de transmettre des normes d'usage genré de la ville visant à réduire l'exposition des filles à tout un ensemble de situations perçues comme potentiellement dangereuses. Ces situations renvoyant dans beaucoup de cas à l'expérience que les mères elles-mêmes ont fait de la ville ou continuent à faire de la ville en tant que femmes. Et donc, voilà, ce que je voudrais vous dire, et si ça vous intéresse, je vous invite à lire l'article dans Société Contemporaine, parce que je voudrais garder un peu de temps pour le laboratoire Lille à hauteur d'enfant, c'est que tous les parents, quelles que soient les ressources dont ils disposent, vont faire des différences dans l'encadrement parental des pratiques urbaines des enfants. Alors, avec quelques distinctions qui renvoient à la classe, notamment une insistance beaucoup plus forte sur le contrôle vestimentaire dans les familles les plus favorisées, alors que dans le milieu populaire, c'est moins sur ce volet-là que les familles vont se concentrer. Et assez tôt, l'apprentissage en fait de bonnes pratiques, donc notamment le fait de se faire accompagner. En fait, on apprend à être escorté, on apprend à respecter des horaires, on apprend en fait qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles, ou en tout cas plus difficiles à obtenir ou à négocier quand on est une fille que quand on est un garçon. Alors, petit point ici, il est possible quand même qu'en 15 ans, même si je pense que le fond du propos reste valable, des choses aient un peu évolué, notamment avec la mise en visibilité de la question du harcèlement de rue, avec peut-être une forme de développement de la pratique de l'autodéfense féministe, et peut-être que notamment les jeunes femmes sont plus véhémentes, plus virulentes dans les négociations qu'elles conduisent avec leurs parents. Donc ça serait intéressant de voir en fait si des choses ont changé. Mais je pense que quand même, en tout cas le dernier point du slide, là, le fait que la présence des filles dans les espaces publics urbains est davantage sujette à des formes de recommandation et à des formes de contrôle reste assez largement valable. Alors on pourra peut-être en reparler dans les questions, mais je voudrais juste, là, avec les quelques minutes qui me restent, dire quelques mots de ce qu'on a fait à Lille. Donc là, je prends une autre casquette qui n'est plus la casquette du chercheur, mais plutôt celle du sociologue engagé. J'ai accepté en fait à la demande de l'adjointe à l'éducation de la ville de Lille son invitation à travailler avec elle et avec d'autres personnes que ça intéressait à Lille à réfléchir à la place que la ville pourrait faire aux enfants, en tout cas essayer de faire aux enfants. Il y a à Lille, c'est un des avantages de la stabilité politique, puisque c'est une ville qui est socialiste, je crois, depuis 70 ans. Hein. Alors là, les élections approchent, ça va peut-être changer, mais en tout cas, ils ont eu du temps pour faire des choses, donc notamment un projet éducatif global qui a été lancé en 2005, dans le cadre duquel ce laboratoire Lille à hauteur d'enfant vient s'inscrire. Donc c'est une réflexion de plus long terme sur une approche transversale des enjeux éducatifs à Lille. Et donc, dans le cadre de ce laboratoire, on avait comme feuille de route d'élaborer une charte. Donc, c'est le document que vous voyez à gauche qui figure maintenant dans toutes les écoles de la ville, dans tous les lieux qui accueillent des enfants à Lille. Et cette charte, elle édicte 18 principes qui nous semblent être constitutifs de ce que doit être une ville à hauteur d'enfant. Alors quand je dis nous, c'est le groupe de travail que j'ai animé, qui était composé de 30 ou 40 personnes. Ça a un peu évolué puisque c'est un
un groupe qui a été lancé à l'automne 2022 et qui là est en train de terminer son cycle de travail. On s'est réunis en tout 17 fois. Donc on a réalisé cette charte que je pourrais transmettre à celle, enfin vous pouvez la trouver en ligne, hein, je pense. Et on a aussi, à la suite de ce travail important de réflexion en vue de la charte, fait une liste de 50 propositions. Donc je l'ai ici pour celles ou ceux que ça intéresserait, si vous voulez la consulter. En fait, sont des propositions de toutes sortes. Il y a des propositions qui renvoient à l'aménagement, au mobilier urbain, il y en a qui renvoient au temps de l'enfant, il y en a qui renvoient à la question des droits des enfants. C'est assez interdisciplinaire. Dans le groupe de travail, il y avait des psychologues, des urbanistes, donc moi en tant que sociologue, des aménageurs, des enseignants, tout un ensemble d'associations qui travaillent avec l'enfance à Lille, le planning familial, beaucoup de gens de la mairie. En fait, ça a été une forme de convention citoyenne à une échelle très locale qui s'est déroulée donc sur 3 ans. Et une des questions, et je terminerai peut-être par ça, c'est une des questions que pose ce travail, c'est la place des enfants en fait dans ce processus, parce qu'une ville à hauteur d'enfant décidée et pensée par les adultes, c'est bien, mais c'est pas top. Donc comment on fait? Alors nous, je pense qu'on a fait un peu à minima, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, d'impliquer des enfants dans un travail ambitieux et de long terme qui vise à élaborer ce type de document. C'est qu'on a, grâce au service participation de la ville de Lille, consulté plus de 700 enfants, donc de CM1, CM2 sur le temps périscolaire et les élus des conseils municipaux d'enfants pour qu'ils nous donnent un avis sur la première version de la charte. Ce qui a conduit à reformuler certaines propositions, à en faire disparaître certaines et à en ajouter d'autres. En fait, on a eu un temps. Donc moi, je suis pas. Je pense que on aurait sans doute pu faire mieux, mais c'est comme ça qu'on a fait participer les enfants au processus. Et puis on a eu aussi pas mal d'étudiants que j'ai encadrés de différentes façons, qui sont venus participer à nos travaux, et ça servait un petit peu d'une certaine manière de maillon intermédiaire entre générations, en fait, entre les adultes, entre les darons, d'une certaine manière, hein, qui faisaient ce travail. Et puis les enfants, il y avait pas mal d'étudiants en sociologie de l'université qui nous ont aidés à... Enfin, je pense qu'ils ont vraiment apporté quelque chose d'intéressant. Voilà, je vais pas en dire beaucoup plus. Je pense que c'est mieux qu'il y ait des questions, mais peut-être juste pour vous dire que la sociologie, des fois, enfin, la sociologie, c'est à la fois des travaux de recherche. Moi, j'ai voulu que le livre, je sais pas si je suis parvenu, mais j'ai voulu qu'il soit un livre à la fois académique, mais en même temps accessible à un public plus large, et notamment à des parents, en fait, qui se posent ces questions, parce qu'en réalité, tous les parents, c'est beaucoup ressorti des entretiens, ne savent pas quoi faire, ils s'interrogent, ils se demandent, et ils en parlent entre eux d'ailleurs, hein, que faire en tant que parent, quels sont les bons choix, c'est pas forcément évident. Mais la sociologie, au-delà des travaux académiques, je pense qu'elle a aussi quelque chose à faire dans la cité. Et notamment, moi, ce que j'ai essayé de faire, et ça sera vraiment mon dernier mot, c'est de bien toujours insister dans mes échanges, notamment avec la ville de Lille, mais quand je vois d'autres collectivités, sur l'importance qu'il y a à ne pas penser les enfants de manière homogène. Ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur les conditions de logement. Si on pense les enfants de manière homogène, il y a un double risque où on va penser aux enfants des classes moyennes, parce qu'on va pas se mentir, les gens qui font ces réunions sur la ville à hauteur d'enfants, c'est essentiellement des gens des classes moyennes qui vont penser à leurs propres enfants, ou on va penser aux enfants de la politique de la ville. Et ça, c'est vraiment un truc qui revient quasiment tout le temps. Les quartiers, la politique de la ville, les ZEP. Et en fait, moi, je pense qu'il faut bien entendu penser à ces enfants, aux enfants des classes moyennes, aux enfants des ZEP, mais qu'il faut surtout penser à tous les enfants et à tous les quartiers. Et moi, un des points qui me tient à cœur et que j'ai essayé de bien mettre en avant à travers ces propositions, c'est le fait qu'une ville à hauteur d'enfants, c'est une ville dont les enfants connaissent les différents quartiers, en fait, circulent entre les différents quartiers. Que les enfants des quartiers bourgeois aillent dans les autres quartiers, que les enfants des quartiers populaires aillent dans les autres quartiers, connaissent la ville. Et je m'arrêterai là. Ça a permis de mettre en place en fait un dispositif de vacances en ville à Lille. C'est la ville qui organise ça. Les enfants vont dans des auberges de jeunesse situées dans d'autres quartiers que le leur et vont découvrir. En plus, ça présente l'avantage d'être bas carbone, ce qui existe dans d'autres quartiers que le leur. Voilà, merci pour votre attention et puis pour vos questions.